Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'affaire qui tient toute la France en haleine et qui intrigue même au-delà de nos frontières puisqu'il s'agit de l'enquête sur le casse du musée le plus visité au monde, le cambriolage du Louvre. 5 nouveaux suspects interpellés mercredi soir à Paris et en Seine-Saint-Denis. Jean-Baptiste Marty, ils étaient suivis de très près par les policiers depuis plusieurs jours. Oui, des cibles prioritaires pour les enquêteurs, dont un homme soupçonné d'avoir été présent sur les lieux du cambriolage. Écoutez Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Il y a eu sur une des personnes une ADN qui a matché, certainement une personne très précieuse pour nous révéler beaucoup de choses par rapport à ce cambriolage. Selon les informations d'Europe 1, il s'agirait d'un des 2 motards qui attendaient les malfrats sur la route pour ensuite prendre la fuite. Quant aux 4 autres suspects, des proches, les enquêteurs cherchent à savoir s'ils sont impliqués ou non dans ce cambriolage. Écoutez Axel Ronde. On est en train d'analyser les téléphonies mobiles, toutes les données technologiques que peuvent avoir ces individus en leur possession et qui va nous permettre de bien pouvoir identifier l'ensemble du commando et l'ensemble des protagonistes et certainement les bijoux puisque c'est la priorité numéro 1 des enquêteurs. Tous interpellés mercredi soir, leurs gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures, soit jusqu'à dimanche soir. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Autre affaire, celle des mains rouges taguées en mai 2024 sur les murs du mémorial de la Shoah à Paris. Hier, des peines de 2 à 4 ans de prison ont été requises contre 4 Bulgares accusés d'en être les auteurs sur fond d'ingérence étrangère. Leurs avocats doivent plaider aujourd'hui. La politique avec cette question ce matin. Le vote en faveur de la dénonciation des accords franco-algériens de 1968 à l'Assemblée va-t-il être suivi d'effet ? La résolution présentée par le Rassemblement national et adoptée par les députés appelle à mettre fin à ce régime d'exception qui facilite le séjour et l'installation des Algériens en France. Privilège qui coûte 2 milliards d'euros à l'État chaque année selon un récent rapport parlementaire. Et si cette résolution n'est que symbolique, Marie-Hélène Trémollet, elle met tout de même un sacré coup de pression à l'exécutif. Après sa victoire à une voix près du vote du RN, mais aussi à ceux de la droite et des élus Horizon à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen appelle directement le gouvernement à faire pression sur Alger. La suite, c'est qu'il faut évidemment que le gouvernement tienne compte du vote de l'Assemblée nationale. Il peut faire connaître à l'Algérie le vote du peuple français. Message reçu à Matignon. Quelques heures plus tard, Sébastien Lecornu propose de nouvelles discussions sur cet accord et plaide pour une relation franco-algérienne qui repartirait, je cite, dans l'intérêt de la France. L'accord de 68, je pense qu'il faut le renégocier. La relation entre la France et l'Algérie a souvent été un sujet de politique intérieure en Algérie. Pas ne pas voir que c'est pas devenu non plus un sujet de politique intérieure en France. Toujours est-il que la victoire du Rassemblement national n'a aucune valeur juridique contraignante et n'exige pas d'application concrète, puisque seul le président de la République peut choisir de dénoncer ou non un accord international et que le chef de l'État plaide plutôt pour une reprise apaisée du dialogue avec Alger. Reste que la portée symbolique de ce vote est majeure, puisque l'Élysée sait que si le Sénat s'empare du sujet pour le voter à son tour, la pression retombera alors directement sur les épaules d'Emmanuel Macron. Marie-Hélène Trémollet, un vote symbolique jugé historique par le RN, non seulement parce que c'est la première fois que l'un de ces textes est voté à l'Assemblée, une marche de plus vers le pouvoir, estime Marine Le Pen, mais aussi parce que ce vote a prouvé qu'une union des droites est possible, Alexandre Chauveau. Marine Le Pen savoure sa victoire et salue la cohérence d'Horizon et des Républicains. Édouard Philippe a indiqué qu'il était contre, ses députés ont voté contre, ça me paraît cohérent. Monsieur Wauquiez et monsieur Retailleau ont indiqué qu'ils étaient contre, ils ont voté contre, cela me paraît cohérent. Accusé par la gauche d'avoir rompu le cordon sanitaire, LR ne rougit pas et se félicite même du vote d'un texte porté par la droite depuis 2 ans. Fabien Di Filippo, député de Moselle. On a porté des mesures législatives qui allaient dans ce sens depuis un certain moment maintenant. Aujourd'hui, le sens des intérêts de la France, il passe par une remise à plat de nos relations avec Alger. Une union des droites qui réjouit aussi Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, qui s'adresse à ses anciens collègues. La réalité aujourd'hui, elle appelle au courage et à la cohérence. Je remercie naturellement les Républicains pour leur cohérence, qu'on n'avait pas retrouvée dans certains autres textes. Et cette alliance n'aura en revanche pas suffi pour voter le rétablissement du délit de séjour irrégulier, autre texte porté par le RN hier. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'Assemblée nationale qui se concentre à nouveau ce matin sur le budget 2026. Après avoir voté une série d'alourdissements fiscaux sur les multinationales, les grandes entreprises ou les géants du numérique ces derniers jours, les députés se penchent ce matin 9h. Arthur Delaborde sur la fameuse taxe Zuckman.
L'Assemblée entre dans le dur avec la taxe Zuckman, cet impôt sur les très grandes fortunes, imaginé par l'économiste Gabriel Zuckman, que la gauche veut imposer et que le gouvernement redoute. Pour tenter un compromis, les socialistes ont sorti une version allégée, la Zuckman Light, 3% d'impôt à partir de 10 millions d'euros de patrimoine en épargnant les entreprises familiales. Mais le compromis ne passe pas. Si ça touche aux usines ou aux start-up, c'est non, tranche la porte-parole du gouvernement Maud Brejon. Même fermeté chez Sébastien Lecornu. Le débat, c'est sur le partage du lait, pas sur le fait de tuer la vache, a lancé le Premier ministre. Autrement dit, hors de question de taxer les biens professionnels. En face, le Parti socialiste accuse l'exécutif de protéger les milliardaires et brandit la menace d'une motion de censure. Mais derrière les postures, les discussions continuent. Socialistes et macronistes multiplient les échanges discrets pour éviter le blocage du budget. Le Premier ministre sera présent aujourd'hui dans l'hémicycle pour cette séquence à haut risque, où se jouera l'équilibre fragile entre compromis et crise politique. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, ouverture de séance dans l'hémicycle prévue dans 1 heure. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Gérald Darmanin, visé par un collectif d'avocats après sa visite avant-hier à Nicolas Sarkozy. Une plainte a été déposée auprès de la Cour de justice de la République pour dénoncer son soutien implicite à l'ancien chef de l'État incarcéré à la prison de la Santé. Les plaignants estiment que sa visite est, je cite, de nature à compromettre l'impartialité et l'objectivité du rôle de ministre de la Justice. Un nouveau PDG nommé ce matin par intérim à la RATP. Jean Castex ayant pris la tête de la SNCF la semaine dernière, on apprend ce matin au journal officiel le nom de son successeur par intérim à la régie de transport parisienne. Il s'agit de Jean Basser, ancien administrateur provisoire de Sciences Po. Il prendra ses fonctions à la RATP lundi. La RATP qui prévoit à compter du 11 novembre une exposition photo à la station de métro République pour un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Oui, la commémoration promet d'être forte et multiple dans 2 semaines, 10 ans après ces attentats. Et alors que la menace terroriste reste élevée en France, d'autant plus forte que nombre de djihadistes condamnés sont déjà sortis de prison ou en fin de peine. Une fois dehors, qui est véritablement repenti? Comment croire à la déradicalisation des islamistes? C'est un casse-tête pour le renseignement, surtout pour les profils les plus insaisissables. C'est le 5e et dernier épisode de notre série Europe 1 djihadistes en liberté. William Molinier. Reda Ham fait partie de ces djihadistes à la personnalité indiscernable. Lui a été interpellé à son retour de Syrie en août 2015, recruté et formé par Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre. Reda Ham a d'ailleurs été envoyé en France pour commettre une action terroriste dans une salle de concert. Il a été condamné à 14 ans de prison, mais avec les remises de peine, il peut prétendre à une libération conditionnelle. En détention, il s'est employé à lisser son image. Un rapport pénitentiaire indique qu'il ne présente plus d'adhésion à l'idéologie violente et qu'il ne risque plus de passer à l'acte. Si 60% des djihadistes qui sortent de prison semblent avoir coupé avec leur passé, certains présentent des profils ambivalents ou manipulateurs. Reda Ham a démontré sa capacité à se fondre dans n'importe quel milieu. Avant son départ en Syrie, il avait intégré une filiale d'Airbus au sein de laquelle il avait réussi à se faire habiliter secret défense en tant que technicien en informatique. William Molinier, la série Europe 1 djihadiste en liberté retrouvée sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Un mot de tennis à 8h10 sur Europe 1. En tennis, le Rolex Paris Masters, le numéro 2 mondial Yannick Sinner qualifié pour les quarts de finale. Il affrontera ce soir le numéro 5, l'américain Ben Shelton. Merci Fanny Marceau. Très bon début de journée à 8h10 avec Europe 1. Dans un instant, la grande interview Europe 1 CNews. Thomas Bonnet reçoit ce matin Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, président délégué du groupe RN à l'Assemblée. A tout de suite sur Europe 1.